Donc, mon introduction, c'est la deuxième de nos trois réunions d'acculturation. La première, donc, la semaine dernière, vous n'aviez pas pu venir, vous avez pu le regarder. J'ai pas eu le temps de regarder. C'est intéressant. Ce week-end. On m'a dit que c'était très intéressant. Voilà, donc la deuxième qui décline la première, c'est la notion de gestion intégrée de l'eau parce que elle est multifactorielle et concerne des tas d'interlocuteurs et d'acteurs de la société. Donc ce sera aujourd'hui le thème de la réunion d'aujourd'hui. Et la troisième qui découle de la première, ce sera la rencontre entre de tous les acteurs essentiels de la gestion de l'eau pour qu'ensuite on puisse aller on doit proposer au conseil départemental. Voilà, M. Barreto, donc. Merci à vous. Merci j'allais dire de me recevoir. Je suis toutes mes excuses de ne pas pouvoir être venu jusque Rodez. J'aurais préféré être avec vous, parce que c'est quand même plus agréable pour échanger. Mais comme j'avais expliqué à Monsieur Kérac, j'ai eu un impondérable qui s'est rajouté en fin d'après-midi et du coup, je ne pouvais plus faire le trajet. Donc, je suis chercheur au sein d'INRAE, Institut de recherche alimentation, agriculture, environnement, au sein d'une unité de recherche qui s'appelle gestion de l'eau, acteurs usage. Et dans cette unité de recherche, je m'occupe plutôt des fonctions sur les questions de gouvernance de l'eau et d'outils pour faciliter la gouvernance. Aujourd'hui, je vais vous parler de gestion intégrée de la ressource en eau avec un parti pris de mettre un peu plus l'accent sur le côté agricole, en m'appuyant en grande partie, mais pas uniquement, sur un ouvrage qu'on a coordonné avec mes collègues Delphine Lénart et Marc Voltz, également l'INRAE, sur l'eau en milieu agricole. Donc cet ouvrage, je vous dirai à la fin comment vous procurer si vous souhaitez en savoir plus. Vous m'entendez bien, c'est bon? Parfait. Oui. Les enjeux de la gestion intégrée de l'eau dans les territoires, sur un territoire, il y a une pluralité d'usages. L'agriculture, je viens d'en parler. Les usages domestiques, c'est ceux auxquels on pense le plus souvent. Dans l'Aveyron, vous êtes bien passé pour penser aux usages en production d'énergie, également la pêche, le tourisme. Nous, à Montpellier, la photo, là c'est à côté de Montpellier, le bassin de l'étang de Thau. On a également la conchyliculture, le tourisme, c'est également dans ces différents endroits. Donc il y a cette pluralité d'usages qui ont lieu à la fois au même endroit, mais aussi dans des endroits un peu distants, certains usages ayant des conséquences sur les autres. Donc l'enjeu de gestion intégrée vient de la nécessité de faire cohabiter ces usages qui sont tous des contributeurs à l'économie et au bien-être d'un territoire, mais qui nécessitent des régulations pour retrouver des compromis quand ils sont en conflit et ne pas rater les synergies qui peuvent arriver. Donc là, la photo du bassin de Thau, je l'aime bien pour parler de gestion intégrée parce qu'on voit quasiment tout le bassin sur cette photo. On ne distingue pas très bien au fond. Il y a des zones agricoles avec de la vigne. Au milieu, les petites taches que vous voyez sur l'étang, c'est la conchyliculture. Et au premier plan, vous avez la ville de Sète avec donc un habitat assez dense et donc des besoins en eau potable, mais aussi des besoins de traitement des eaux usées. Donc ces usages, ils vont s'insérer dans ce qu'on appelle le grand cycle de l'eau. Donc j'imagine que vous connaissez tous, mais je le rappelle quand même pour qu'on ait bien ça en tête. Ça cadre complètement les enjeux de gestion intégrée. Donc l'eau qui s'évapore à partir de la mer ou à partir des grandes masses d'eau, qui retombe en pluie et qui va soit s'infiltrer dans le sol, soit ruisseler et être mobilisée par les plantes le long de son trajet de ruissellement. Et donc s'évaporer ou être transpiré par les plantes dans ce parcours. Donc dans ce cycle naturel viennent se placer des usages qui sont tous qui vont s'appuyer sur des prélèvements pour de la consommation,
La dérivation, une dérivation, c'est quand on prend l'eau sur le cours d'eau, on le fait passer, par exemple, pour être turbiné, et ensuite on le ramène, on renvoie dans le cours d'eau. Donc là, il n'y a pas de consommation, mais il y a quand même un prélèvement à un moment donné. Ça peut aussi être des ralentissements des écoulements, des modifications de la qualité. Également, il y a même des usages qui ne changent en rien l'état de l'eau, comme tout ce qui va être navigation, mais qui nécessitent la présence de cette eau. Et donc, quand on parle d'usage dans ce cycle de l'eau, je le représente comme ça ensuite, c'est ces boucles oranges qui parfois sont qualifiées de petits cycles, qui à mon avis est impropre, qui représentent le fait qu'on va prendre de l'eau dans le réseau, souvent dans le réseau de surface, parfois dans le souterrain. On va l'utiliser, ça va générer des évaporations, de la transpiration complémentaire. Ça va modifier la qualité, ça va modifier la quantité, mais une partie va retourner au réseau. Il peut également y avoir des usages, notamment quand on va faire de la recharge ou de l'infiltration volontaire. On va prendre de l'eau dans le réseau de surface pour l'envoyer dans le souterrain. Ça va se faire notamment pour pouvoir faire des stocks pour passer des saisons sèches ultérieures. Alors, quelques chiffres avant de rentrer dans le vif du sujet sur l'utilisation de l'eau en France. À droite, vous avez les chiffres tous usages confondus. Donc, vous voyez que en prélèvement, c'est la production d'énergie qui prélève le plus, jusqu'à 59%, mais en consommation, donc une fois qu'on a déduit ce qui retourne au milieu naturel après l'usage, c'est l'agriculture qui a 48% en moyenne annuelle nationale. Si on regarde en moyenne annuelle l'été, on arrive à 75% pour l'agriculture. Et si on regarde dans le sud-ouest, en moyenne, en moyenne, c'est pas moyenne annuelle, c'est des moyennes estivales, on est là on est en moyenne annuelle sur les chiffres. En moyenne estivale, on est à 70% pour l'agriculture. Et si on regarde sur le sud-ouest, on arrive à 90% pour l'agriculture en moyenne estivale. Donc si on regarde l'agriculture de manière plus spécifique, donc c'est 12% des prélèvements, 48% des consommations. Et là-dedans, il y a 85% qui correspond aux usages irrigation. Et quelle est la différence entre prélèvement et consommation? Alors, tous les usages prennent de l'eau. C'est le petit schéma là qui est au milieu. Vous voyez ma souris quand je la bouge? Oui. Oui. Donc là, vous avez de l'eau dans le milieu, un prélèvement qui va être utilisé pour le domestique, pour l'industrie, pour l'agriculture. Et ce prélèvement va soit capturer l'eau, par exemple l'agriculture, la plante va prendre l'eau et va la transpirer, ou va rejeter de l'eau dans le milieu. Donc en agriculture, si on a mis trop d'eau, il va y avoir du ruissellement qui va retourner dans le milieu naturel. Mais si on regarde la production d'énergie, quand vous avez une dérivation pour produire de l'énergie, toute l'eau retourne ensuite dans le milieu naturel. Quand vous utilisez de l'eau pour refroidir une centrale, l'essentiel de l'eau retourne dans le milieu naturel. Et donc c'est pour ça que les chiffres sont assez différents entre prélèvement et consommation. C'est que l'agriculture est l'usage qui a la consommation nette la plus importante. C'est clair? Oui. Donc, les éléments majeurs de la gestion intégrée. Donc là, c'est une figure qui représente un bassin versant type. Donc, la notion de base, c'est le bassin versant. Donc, ce qu'on appelle bassin versant, c'est là aussi, je pense que tout le monde connaît, mais je préfère le rappeler. C'est l'espace qui regroupe l'ensemble des points s'écoulant où l'eau va s'écouler vers le même exutoire. Donc, si vous regardez par exemple Bordeaux, à l'exutoire de la Garonne, toute l'eau qui tombe sur le bassin de la Garonne va passer sous les ponts à Bordeaux. Donc le bassin versant de la Garonne, c'est l'ensemble de cet espace où s'il pleut, l'eau va ruisseler et s'écouler jusqu'à Bordeaux. Donc c'est une notion qui vient de la géographie, qui est utilisée depuis le XVIIIe siècle et qui a été progressivement étendue à d'autres masses d'eau, notamment aux eaux souterraines avec les bassins d'alimentation ou plus récemment au captage d'eau potable qui ont aussi leur bassin d'alimentation. On va dans tous les cas suivre le flux de l'eau depuis l'endroit où elle rejoint la surface terrestre jusqu'à un point d'intérêt particulier qui peut être soit l'exutoire d'une rivière,
l'estuaire, soit un point particulier d'intérêt comme un captage. Donc, un point majeur de la gestion intégrée, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une multifonctionnalité de l'eau. Donc, c'est un autre terme pour dire multi-usage. Donc, diversité d'usages dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, auxquels il faut rajouter les écosystèmes qui mobilisent aussi l'eau. Ces usages se faisant en un même lieu ou à distance, dans le même bassin versant, et avec la nécessité de prendre en compte et de corriger ce qu'on appelle des externalités. Alors, externalité, c'est un terme un peu barbare pour dire une conséquence généralement non intentionnelle d'un usage d'un usage A sur les conditions des activités d'autres usagers qui ne sont pas impliqués et qui ne bénéficient pas de cet usage A. Donc ces externalités, ces conséquences peuvent être positives ou négatives. Typiquement en positif, si vous avez à côté de vous une parcelle qui a des arbres, qui a de la végétation, elle va évaporer et rafraîchir et produire un effet de rafraîchissement qui sera bénéfique pour les voisins qui n'ont pas nécessairement contribué au travail de maintenance de cette parcelle. On pense plus souvent aux externalités négatives. Typiquement, ça va être tout ce qui va être lié aux pollutions. Donc, quand on va mettre des produits, des pesticides dans une parcelle, des produits de traitement, ils peuvent se retrouver dans l'eau et affecter la qualité de l'eau pour un prélèvement d'eau potable qui se situerait plus à l'aval. Donc l'enjeu de la gestion intégrée, c'est bien d'être capable de prendre en compte et de corriger ces conséquences d'un usage sur un autre. Un aspect important de la gestion intégrée, c'est la notion de participation des acteurs, participation du public. Donc l'idée derrière, c'est que pour pouvoir prendre en compte et corriger ces externalités, il faut pouvoir intégrer les différents enjeux dans la gestion de l'eau et être capable d'avoir une bonne représentation des usagers pour pouvoir identifier quels sont les usagers affectés par des usages. Donc cette participation va avoir pour but d'organiser ce qu'on appelle les controverses, de mettre en débat les représentations des différents usages, afin d'arriver à trouver des solutions qui conviennent à tous. Donc le principe de base, c'est un principe d'information et de consultation du public. Ensuite, à l'autorité publique de faire les choix en fonction des retours qu'ils peuvent avoir de cette consultation. Et dernier point clé d'une gestion intégrée, c'est la mise en place d'instruments de gestion qui vont souvent être des instruments économiques, mais également des outils contractuels et dispositifs réglementaires ou, je reviendrai dessus tout à l'heure, la mise en place d'infrastructures. Voilà, donc je vais passer en vue plusieurs chapitres de l'ouvrage que j'ai mentionné tout à l'heure, l'eau au milieu agricole. Une première série de chapitres, donc une partie que j'ai coordonnée dans l'ouvrage sur les aspects réglementaires et humains de la gestion intégrée. Donc dans ce cycle de l'eau, dans ce bassin versant, donc il y a des usages qui vont se mettre en place, là, qui vont être localisés au sein du bassin. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'enjeu de la gouvernance, c'est d'être capable de réguler ces différents usages, d'élaborer des compromis qui peuvent être fragiles et de rechercher les synergies là où elles peuvent exister. Donc pour ça, il y a un cadre réglementaire qui s'est mis en place depuis 60 ans avec 4 textes essentiels. Donc la loi sur l'eau de 1964, qui a été la première inscription dans le droit de la gestion par bassin versant, avec la mise en place d'agences financières de bassin, de communes de bassin, à l'échelle des grands bassins versants. Donc en 64, on identifiait les grands bassins, c'était ceux de la Garonne, du Rhône, la Seine, la Loire, le Rhin et les petits bassins côtiers du Nord, avec la mise en place d'une solidarité de bassins, notamment financière. Ensuite, 1992 consacre l'eau comme patrimoine commun, commence à mettre dans le droit les possibilités de planification participative
et renforce la place du bassin versant en mettant en place le SDAGE, qui est le schéma directeur à l'échelle du grand bassin, et le SAGE, qui est le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, qui lui est optionnel et se fait à une échelle plus locale. Ceci a été complété au niveau européen par la directive 4 sur l'eau européenne en l'an 2000, qui a repris dans le droit européen cette gestion par bassin versant sur laquelle la France, avec l'Espagne, était pionnière en Europe, et y a ajouté les objectifs de bon état écologique par masse d'eau. Donc, alors que la loi sur l'eau 92 était très orientée vers les aspects quantitatifs, là, les aspects qualitatifs ont été ajoutés. Enfin, 2006, la loi en France, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, qui est la traduction du droit français de la cadre, et qui, notamment par rapport à la loi de 92, ajoute une obligation de résultat et la nécessité de conformité de tout projet d'installation, d'ouvrage, d'activité, de conformité aux SAGE et aux ANAP, en particulier le plan d'urbanisme. Donc cette gestion par bassin versant s'appuie sur cet instrument fort qui est le SAGE, qui n'est pas mis en place partout. Vous pouvez voir qu'il y a des trous dans la carte. Et c'est un outil de planification des usages de l'eau au niveau des bassins versants. Donc c'est un outil qui n'a pas de capacité de mise en œuvre, mais c'est un outil de dialogue entre acteurs pour définir conjointement quels vont être les usages de l'eau, comment ils vont être organisés dans le territoire. En particulier, ça s'appuie sur une commission locale de l'eau qui va regrouper des représentants de l'État, des représentants des usagers et des élus du bassin versant. Donc là, vous voyez sur l'Aveyron, vous avez notamment le SAGE Tarn-Amont qui concerne une partie du département. Donc les contours sont négociés et discutés avec l'État, avec les services de la préfecture. Ils doivent être cohérents de manière hydrographique et ils doivent ensuite se conformer aux priorités mises en place dans le schéma directeur qui est lui fait à l'échelle du grand bassin. Donc cette échelle du bassin, elle est maintenant commence à avoir 30 ans de mise à l'épreuve sur le bassin de la Drôme, qui était le premier SAGE, et sur d'autres bassins qui ont suivi. Comment est-ce qu'elle arrive à être mise en œuvre en pratique? Donc là, je vais prendre l'exemple d'un bassin versant près de Montpellier, le bassin de l'Orbe, qui passe par Béliers, et pour ceux qui connaissent. Pour vous montrer que cette notion de bassin versant pour la gestion intégrée, elle n'est pas si évidente que ça dans la pratique. Déjà, la grosse flèche. Donc là, le contour noir, c'est les contours du bassin versant de l'Orbe. En orange à côté, c'est le bassin versant de l'Hérault, qui est le fleuve voisin. Et ici, vous avez un autre bassin qui est celui de l'Aude. Ces contours roses ici, c'est ce qui correspond à la nappe souterraine qui s'appelle la nappe de l'Astien, qui est une nappe importante en volume et également en termes de ressources pour les collectivités côtières. Donc là déjà on voit que il y a une superposition de la nappe de l'Astien sous les nappes de l'Hérault et sous le bassin de l'Hérault et sous le bassin de l'Orbe. Et donc on peut comprendre que selon si un prélèvement est décidé en un point donné dans le bassin de l'Orbe ou dans la nappe, il va avoir un effet sur l'autre masse d'eau. Donc un prélèvement à Béziers dans la nappe plutôt que dans l'Orbe va diminuer le niveau de la nappe et donc rendre une partie de cette nappe non disponible pour le bassin de l'Hérault et éventuellement obligé à des prélèvements en surface dans l'Hérault. Donc, vous pouvez avoir des transferts indirects via ces masses d'eau qui se superposent. Ensuite, il y a des transferts d'eau. Donc là, c'est la grosse flèche bleue. Il y a une prise d'eau sur l'Orbe pour venir soutenir l'Aude dans sa partie aval. Donc là, on voit que il y a une partie de l'eau qui devrait transiter par Béziers et le delta de l'Orbe, qui ne va pas jusqu'au bout, mais qui est transféré dans un autre bassin versant. Donc là, ça remet un
ce qui commence déjà à remettre un peu en cause la, la pertinence des limites hydrographiques. Ensuite, les flèches oranges, le principal axe socio-économique de la région, de l'ancienne région Languedoc-Roussillon, entre les grandes villes côtières. Et on peut voir que si des activités bougent de Narbonne à Béziers à Montpellier, leurs besoins, ce qui peut être assez fréquent, si elles sont installées à une de ces villes plutôt qu'à une autre, mais les bénéfices allant pour l'ensemble de la côte, eh bien les prélèvements, les besoins en eau de ces activités vont être localisés sur un bassin plutôt que sur un autre. Donc là, on a un transfert implicite, qu'on va des fois appeler transfert d'eau virtuelle, qui va être lié à des choix de politique d'aménagement régional qui ne prennent pas en compte les limites d'un bassin versant. Pareil, là, le contour rouge, celui-là, c'est celui de la communauté d'agglomération de Béziers, et on voit qu'il déborde sur plusieurs bassins versants. Il est à la fois sur l'Orbe et sur l'Hérault. Et là encore, les choix d'aménagement de la communauté d'agglomération vont impacter un bassin ou un autre selon des logiques qui ne vont pas être forcément liées à des logiques hydrographiques. Enfin, la flèche verte en haut correspond aux têtes de bassin, que ce soit celle tête de bassin de l'Orbe, de l'Hérault, mais aussi du Tarn, où les pratiques et l'évolution des pratiques d'usage de l'eau sont comparables et évoluent ensemble, avec du coup des évolutions qui vont tenir compte de ce qui se passe dans le bassin d'à côté plutôt que ce qui se passe ailleurs dans le bassin versant. Donc tout ça montre que il y a des limites à prendre uniquement le bassin versant comme territoire de référence, même si c'est le plus simple parce que c'est celui où on peut le plus facilement suivre les flux d'eau. Donc ça a quand même amené à l'apparition de nouveaux outils qui regardent avec d'autres territoires la gestion de l'eau en fonction du positionnement des enjeux principaux. Il y a notamment donc les aires d'alimentation de captage qui sont un outil très local qui est aussi sur une logique hydrographique, mais qui ne sera pas piloté par des institutions de type syndicat de bassin versant, mais par des EPCI, des collectivités de communes. Donc c'est des outils très locaux qui permettent de protéger une ressource fragile à destination d'alimentation d'eau potable. Les programmes d'action et de prévention des inondations, je vais assez peu vous parler des inondations aujourd'hui, même si c'est un enjeu important en termes de gestion de l'eau. Donc ce qu'on appelle les PAPI. Je vous ai mis exprès les abréviations entre parenthèses, parce que c'est des abréviations qui sont beaucoup utilisées, donc vous pouvez tomber dessus sans avoir les termes complets. Donc les PAPI, ces programmes d'action de prévention des inondations, se construisent au niveau désolé pour l'abréviation, d'un EPCI, donc d'un établissement public. J'ai même pas la fin, donc d'une communauté de communes ou d'une agglomération qui va décider d'aménagement pour la prévention des inondations. Donc ces programmes ont l'intérêt d'avoir une contractualisation avec l'État et donc d'être capable de mettre en place des moyens, ce que les sages ne font pas. Donc c'est une contractualisation entre la collectivité locale et l'État, avec une dimension économique forte, parce que ces aménagements peuvent coûter cher, mais les coûts des dommages liés à des inondations également. Et donc ils vont inclure une dimension d'analyse économique très importante, d'analyse coût-bénéfice, pour pouvoir comparer les avantages des aménagements qui sont mis en place par rapport au coût attendu. Également, donc ça fait depuis une vingtaine d'années que ces PAPI existent. Et plus récent, c'est en train de se mettre en place des projets de territoire pour la gestion de l'eau, qu'on appelle PGE, qui sont également à une échelle locale, qui ne sont pas nécessairement sur une logique de contour hydrologique, mais ils peuvent l'être, et qui ont une dimension forte également d'investissement. Ça va avoir une logique contractuelle
d'avoir des subventions pour des aménagements pour sécuriser les ressources d'eau à l'échelle du territoire. Excusez-moi. Oui. Là, que les programmes d'action PAPI, voire les MAPI, puisque c'est souvent associé, au niveau d'un EPCI, ça peut être le syndicat Tarn-Amont, par exemple, il a son PAPI. Oui, là je pense. EPCI. D'accord. Là, je pensais la plupart des papilles sont mis en place par au niveau de communautés d'agglomération, de communautés de communes. Et c'est vrai que certaines ont délégué leur GEMAPI, leur politique de gestion de l'eau, des milieux aquatiques et de protection contre les inondations, l'ont délégué à des établissements de bassin versant. Par rapport au captage, je suis un peu surpris que ce soit par rapport à l'échelle. Si on prend l'exemple de l'Aveyron où l'agglomération bruxelloise est pour une part importante alimentée à l'eau par le captage du Vézou, ce ne sont pas du tout les mêmes entités administratives ou collectives qui gèrent d'un côté la ressource, de l'autre l'utilisation. J'ai pas compris votre commentaire, excusez-moi. Vous évoquez le fait que des aires d'alimentation de captage sont gérées au niveau très local. Oui. Alors que ces plans de captage peuvent alimenter des agglomérations qui sont beaucoup plus lointaines. Oui. Et donc, le PCI source aurait la contrainte de la gestion de la qualité de l'eau pour une PCI qui est à 30 km ou qui n'est pas du tout dans le périmètre de captage. Quand je dis très local, en fait, c'est par rapport à l'échelle de bassin versant dont je parlais avant, l'échelle des sages, qui va plutôt être sur quelques milliers de kilomètres carrés en échelle typique. Donc, qui va être les captages et leur périmètre de protection sont inclus dans ces territoires-là. C'est bon, je continue ou vous voulez revenir C'est bon. Merci. Et donc les projets de territoire pour la gestion de l'eau vont inclure une forte dimension d'investissement et de prise en compte de la multifonctionnalité. Donc là, l'enjeu qui va présider au choix des contours, ça va être de rassembler certains usages, un territoire qui correspond à certains usages, et sur ce territoire prendre en compte l'ensemble des usages et voir en quoi les investissements qui vont être faits vont pouvoir bénéficier et être discutés avec l'ensemble des parties prenantes sur ce territoire. Donc en pratique, on va vers des gestions multi-échelles, et là je vais prendre l'exemple du Rhône, donc, qui a une gestion internationale via une instance de gouvernance franco-suisse qui est encore en gestation. Une gestion de grands bassins en France, donc pour sa partie française, qui est portée par le SDAGE, donc c'est l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, qui va assurer la cohérence de l'ensemble. Et un plan Rhône qui va associer les différents niveaux, donc l'État, des établissements publics, les régions, également des opérateurs majeurs sur le long du Rhône, comme la Compagnie nationale du Rhône et EDF, qui vont les associer dans des plans d'investissement. Donc ce plan Rhône va ajouter au SDAGE une capacité à programmer des investissements. Donc on voit là qu'on passe d'une compétition à une solidarité territoriale entre les différents usagers qui peut aller au-delà des limites du bassin versant, puisque là entre les pointillés verts, il y a toute la zone de transfert d'eau brute du Rhône vers le Languedoc, et il y a des programmes similaires pour alimenter la côte à l'est du Rhône de la même manière. Donc
La question qui se pose après pour cette gestion intégrée, c'est celle de est-ce qu'elle est efficace, est-ce qu'elle est en effet, est-ce qu'il y a effectivement une intégration. Donc, ce qu'on peut voir par observation, c'est que les sages dépendent beaucoup des élus qui vont siéger dans les clés et dans d'autres, dans des instances multiples. Et donc, ils vont pouvoir tenir compte de leurs contraintes, notamment les contraintes d'urbanisme, dans l'élaboration des contraintes qui seront mises par le sage. Donc, alors que la loi sur l'eau des milieux aquatiques de 2006 dit que c'est le sage qui va faire foi en cas de, qui va obliger les autres politiques à être cohérentes avec le sage. Il peut y avoir un contournement, puisque ce sont les mêmes personnes qui siègent, en mettant des objectifs qui vont limiter les contraintes ensuite. Ce qu'on observe aussi, c'est que l'ambition de bon état qui était élevée au départ, notamment au regard des moyens qui ont été mis en place, a donné lieu à de multiples appels à des motifs de dérogation. Donc également un contournement de cette, en tout cas des objectifs de cette gestion intégrée. Du fait, faisant appel à la notion de coût disproportionné, donc entre les gains et les coûts liés à une opération, les questions de faisabilité technique et de conditions naturelles. Donc, si on va sur le volet participation, donc comme je vous le disais, c'est un volet important de la gestion intégrée. Oui. J'ai cru qu'il y avait une question. Donc là, la gestion intégrée va mettre en place de nombreuses arènes de concertation avec les acteurs. Là, c'est un exemple sur un comité sécheresse dans les Alpes. Et autour de cette table, au milieu, il y a des représentants du monde agricole et des représentants de la pêche. Et le besoin dans ce type d'arène, c'est d'être capable de traduire les enjeux et les perceptions de chacun en mots, et que chacun qu'il y ait une légitimité de ses interventions dans le débat. Ça veut dire avoir une pluralité de tenir compte de la pluralité de mesures. Donc, on peut être capable de dire si on est en manque d'eau ou non. Donc, où est-ce qu'on mesure, quel endroit précis, qu'est-ce qu'on mesure, est-ce qu'on mesure un débit, est-ce qu'on mesure un niveau d'eau, est-ce qu'on mesure un niveau de nappe, et quand est-ce qu'on mesure, est-ce qu'on mesure en continu ou est-ce que c'est des mesures qui sont faites à des moments programmés. Et également, il y a là où on va être embêté, une pluralité de seuils, de niveaux de référence qui vont être à partir de quel moment on est capable de dire qu'on est en crise. Et là, on va déterminer par rapport à des références qui existent et avec un réseau de données qui n'est pas aussi aussi développé qu'il y a besoin pour être capable de trancher les débats dans tous les cas. Donc on va toujours être entre un débat technique limité par la disponibilité des données pour être capable de caractériser l'état de la ressource en eau. Donc ça, voilà, c'est pour vous poser les enjeux de la participation. Et de ce fait, il y a une diversité d'outils et de méthodes pour la participation en fonction d'étapes dans un processus de décision, de degré de participation attendu. Donc là, j'ai pas vous dresser panorama de tous les outils de participation qui existent. Là, juste un exemple donc sur le rivière, la Cévennes, qui est un affluent du Rhône au niveau de la ville de Vienne. Il faut voir le processus de décision pour donc là c'était pour un projet de restauration morpho-écologique de la Cévennes, avec une première étape d'état des lieux d'objectifs où on va mobiliser différents acteurs. Donc là ils nous ont mobilisé à la fois les riverains, les citoyens d'un point de vue plus large et les institutions. Avec des outils de type cartographie participative qui permet de localiser les différents enjeux. Puis ensuite, la construction des scénarios, c'est-à-dire l'ensemble des actions nécessaires qui vont être faites sous forme d'ateliers au niveau de chaque comité de planification participative, et ensuite des réunions collectives à des représentants de l'ensemble de ces comités
qui ont permis d'affiner le scénario à retenir. Donc enfin, pour en finir sur les aspects sociaux, une autre limite de la gestion intégrée quand on observe comment elle est mise en œuvre, c'est qu'on constate une certaine de limite au niveau du droit de l'eau. De fait, on observe qu'il y a peu de suite au constat d'infraction et une certaine faiblesse des sanctions. Tout ce qui est atteinte à l'environnement donne lieu à seulement à 21% de poursuites. Des difficultés sur la définition des règles et pour ce qui rend difficile pour l'autorité judiciaire à pouvoir facilement mettre en œuvre ces règles. Donc il y a toujours un flou qui fait que c'est difficile à mettre en œuvre. On se trouve souvent aussi dans des situations de gestion de crise, de sécheresse tout à l'heure, et dans ces situations-là, il y a toujours une contestation de la pertinence des mesures et une renégociation, une redéfinition des règles liées aux enjeux spécifiques d'une crise donnée. Typiquement, sur une sécheresse, il peut y avoir des négociations sur les seuils, sur la mise en œuvre des seuils, sur négociations sur un délai pour la mise en œuvre des règles par rapport aux impacts qu'il y aurait sur les cultures. Une priorisation, une adaptation des contrôles avec des moyens humains insuffisants qui fait que l'environnement est considéré souvent comme moins prioritaire que les autres enjeux pris en compte par la justice, et souvent des négociations des suites avec un recours plus important aux transactions qui vont générer des biais ensuite dans le respect des règles instituées dans un cadre de gestion intégrée. Donc maintenant, je vais revenir plus spécifiquement sur les impacts réciproques de l'agriculture et de la ressource en eau. Pourquoi ce focus sur l'agriculture? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la moitié de la consommation en eau en moyenne en France, les 3/4 en moyenne en été. Également, l'agriculture couvre une part très importante du territoire, et donc va contribuer beaucoup également à constituer les écoulements et le ruissellement. Donc de quelle eau parle-t-on pour l'agriculture? Ce qu'on appelle l'eau bleue, c'est l'eau à laquelle on pense en général. C'est l'eau qui se retrouve dans les rivières, dans les étangs, dans la nappe souterraine. Donc c'est celle qui est dans le cycle de l'eau dont je parlais tout à l'heure. Mais on parle aussi d'eau verte, qui est l'eau du sol, qui va être pompée par la végétation et qui va être évaporée ou transpirée par cette végétation. Donc cette eau verte, elle va être alimentée par l'eau bleue, par l'irrigation, également alimentée par la pluie, et elle va renvoyer cette eau du sol, elle va également pouvoir parfois être drainée et donc alimenter les hydrosystèmes par ce biais-là. Donc, il faut bien avoir en tête ces deux types d'eau quand on parle d'usage de l'eau en agriculture. En effet, parce que comme on pense beaucoup plus à l'eau bleue, on oublie que l'eau verte, qui en fait correspond à la part la plus importante d'eau consommée par l'agriculture. Donc, cette eau du sol, son usage est déterminé par les besoins des cultures, qui vont dépendre du climat, de la température, du vent, de l'humidité, mais aussi de la plante, du type de plante et de son état de développement. Donc là, à droite, vous avez un petit schéma sur une année type. Vous avez la pluie, le TP qui est la demande évaporative liée au climat. Et puis vous avez la transpiration maximale du blé et du maïs. Et là, vous voyez que le pic du maïs va plutôt être en août, le pic du blé plutôt avril-mai, avec des besoins qui vont se ressentir à des moments différents. Il y a des moments où les apports en eau ne vont pas être les mêmes. Donc, elle est déterminée par les besoins des cultures, mais elle est limitée par la disponibilité de l'eau dans le sol. Donc, cette disponibilité de l'eau dans le sol dépend de la capacité du sol, donc de la texture du sol, sa structure, sa profondeur,
Donc ça va être comme un réservoir qui va avoir une capacité plus ou moins grande et qui va être plus ou moins rempli en fonction de la pluie qui est tombée avant, de la surface du sol, est-ce qu'il va être plus ou moins filtrant ou non. Et en fait, la plante va réagir à ce niveau à cette teneur du sol. Donc là, c'est le schéma en bas à droite qui est sur un exemple sur une vigne. On voit que tant que la teneur en eau n'a pas atteint un niveau suffisant, la plante va restreindre son utilisation, ce qui va souvent avoir un impact sur sa production tout le temps. Et cette utilisation d'eau va croître avec la teneur en eau du sol jusqu'à un maximum pour lequel l'utilisation correspond à la transpiration maximale qui est au-dessus. Donc l'utilisation sera équivalente aux besoins. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'eau verte, c'est la première utilisation de l'eau par l'agriculture, et ça correspond en fait à 2/3 de la précipitation. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, comme c'est par rapport entre eau bleue et eau verte, la proportion d'exploitation irriguée en France, c'est à peu près 1/6, et dans le sud-ouest, elle est à 1/4. Donc, vous voyez qu'il y a comme une nettement plus grande part d'exploitation qui n'utilise que de l'eau verte. Donc l'irrigation qui correspond à les usages d'eau bleue, son objectif c'est de faire en sorte que le réservoir en eau du sol soit toujours suffisante pour que la plante puisse produire au maximum, donc que la consommation d'eau de la plante corresponde à la transpiration maximale. Et donc ça va permettre de sécuriser une production, donc de pouvoir éviter les stress hydriques qui vont limiter la production, ou de maximiser celle-ci pour arriver à être toujours à un niveau qui permette la production maximale. Donc cette irrigation, elle va être apportée au moment d'un déficit hydrique, que celui-ci soit climatique, donc c'est quand l'évapotranspiration est supérieure aux précipitations, ou ce qu'on appelle édaphique, qui correspond à la sécheresse du sol, quand les réserves du sol ont été trop pompées par les plantes et du coup ne sont plus suffisantes pour alimenter la plante. Donc l'irrigation va apporter un complément à ce moment-là. Et il va y avoir une grande variabilité spatiale temporelle, fonction des sols, fonction de la pluviométrie et des types de cultures. Et là, vous voyez à droite, selon les cultures, quand est-ce que quand est-ce qu'est le cycle de la culture et quand est-ce qu'il y a des besoins d'irrigation qui vont se situer pour certaines, comme le blé ou les pois, plutôt au printemps, et donc avoir des besoins qui ne vont pas arriver quand le sol est plus sec, contrairement à d'autres qui ont souvent des besoins plus importants, comme le maïs, le soja ou le sorgho, qui vont, eux, avoir leurs besoins au moment de plus forte sécheresse. Donc, les impacts de l'agriculture sur la ressource en eau, au niveau quantitatif, si on compare de l'agriculture à une végétation naturelle, le sol est nu plus longtemps dans l'année ou avec végétation plus faible, un enracinement qui est souvent moins profond, et du coup une évapotranspiration annuelle qui va être plus faible. Donc plus de drainage, plus d'enruissellement et du coup plus d'eau qui va aller vers les rivières. L'impact va être aussi côté culture irriguée, donc avec plus de prélèvements, donc une diminution des débits des rivières ou des nappes, ou des niveaux de nappes. Mais dans les cas où l'irrigation est excédentaire, possibilité de participation à la recharge de la nappe, et également possibilité de soutien de l'étiage. Donc, par exemple, la recharge de la nappe, un exemple classique, c'est l'irrigation gravitaire en Crau, donc au nord de Marseille, où on irrigue, on met beaucoup d'eau, qui vient alimenter beaucoup plus que les besoins du foin, et ce qui vient alimenter la nappe, qui elle va ensuite alimenter les villes qui sont à proximité. Les impacts quantitatifs sont aussi en zone d'élevage, qui peuvent, dans certaines régions comme en Mayenne, aller jusqu'à 25% des prélèvements de l'ensemble des usages. Donc c'est assez variable d'une région à une autre. C'est encore assez mal connu, ces besoins pour l'élevage. Mais c'est potentiellement très impactant en tête de bassin, parce qu'en tête de bassin, donc dans la zone amont, on a assez peu
moyens de stocker beaucoup d'eau et du coup de faire face à des sécheresses comme il a pu y avoir ces dernières années, qui en fin d'été conduisaient des éleveurs qui en fin d'été ont conduit les éleveurs à utiliser de l'eau potable ou à faire venir des citernes pour pouvoir alimenter leur troupeau. J'ai vu qu'il y avait une question. Vous voulez que je la prenne maintenant ou parce que j'ai pas pu la lire par contre, ou vous voulez la traiter plus après? C'est comme vous voulez. J'ai pas vu la question, donc j'ai pas d'avis. La question c'est, est-ce qu'il ne faudrait pas à terme se poser la question d'une alternative au maïs, qui est quand même le gros problème, j'ai l'impression, surtout chez nous en Occitanie. Certainement, le maïs est effectivement la plante qui consomme beaucoup et qui a besoin de beaucoup d'eau au moment où il y en a le moins. Exactement. Voilà. Donc, d'où le problème lié au maïs. Après, la question qu'il faut se poser, c'est effectivement quelle culture, parce que un élément important dans les leviers, ça va être le choix de la culture, maïs ou autre chose. Donc, voir comment valoriser la terre agricole autrement. Donc, il y a un enjeu qui est au-delà de juste dire faut mettre autre chose que du maïs. Faut savoir ce que mettre et savoir et pouvoir comparer si ce qu'on va mettre à la place du maïs n'est pas est-ce que c'est beaucoup mieux. Si on va remplacer le maïs par du soja, ça consomme un peu moins, mais ça reste à peu près à la même période. Donc c'est pas forcément beaucoup plus intéressant. C'est sûr. Voilà. Donc il y a une vraie réflexion à avoir sur quelle plante. On pourrait se dire en voyant ça, on va mettre du pois, parce que le pois c'est pas en été qu'il y a besoin d'eau, mais est-ce qu'il y a besoin est-ce qu'il va y avoir le marché pour le poids est-ce que ça n'a pas pour la maïs. Donc il y a plein d'enjeux derrière qui doivent être pris en compte. Mais effectivement, c'est une question qu'il faut se poser. Merci. Le maïs, c'est essentiellement pour l'élevage. La destination de ce problème dans le taille. Qu'est-ce qui est subventionné de main et qu'est-ce qui n'est pas, pourquoi? La question est là. Je continue à subventionner l'irrigation, le maïs devient rentable. Si on ne subventionne plus l'irrigation, c'est une bonne question. Tout à fait. Pour avoir irrigué, il faut de l'eau. Il n'y en a pas. La question, à mon avis, ne peut pas être prise de manière assez restreinte de dire on arrête des subventions, il n'y aura pas d'irrigation et donc pas de maïs. Ça pose tout le problème des cultures dites d'été. Parce qu'on parle toujours du maïs, mais le tournesol a besoin d'eau, le soja a besoin d'eau, toutes les cultures d'été ont besoin d'eau. Donc le sol est beaucoup plus considérable, qui consiste à dire est-ce que de fait on met des plantes dites à faible besoin d'eau, et dans quel cas c'est un changement radical d'agriculture pour le sud de la Loire en tous les cas. Je ne sais pas si on passe en sud Barreto, mais on a une agriculture ou en tous les cas une culture qui est très dépendante de l'eau au sud de la Loire, dans le nord. Voilà. Là, vous voyez là justement sur cette diapositive-là, vous voyez là en bas à droite la carte des arrêtés par bassin versant. Et vous voyez que du rouge, il n'y a pas que au sud de la Loire. Là, sur cette année 2020, il n'y avait pas eu trop de cas dans le nord-ouest, mais un des départements qui a le plus souvent des arrêtés sécheresse, c'est l'Oise. Donc le bassin de la Dour-Garonne est un bassin qui est très fragile, qui a encore des ressources pour la partie rive gauche, la partie Gascogne grâce aux Pyrénées, mais sur lesquels il y a des risques dans l'avenir liés au changement climatique. Ce qu'il faut voir aussi, c'est le type de bassin versant. Un des bassins les plus sensibles en France aussi, donc là c'est au sud de la Loire, c'est tout ce qui est en Charente,
Charente-Maritime, donc le bassin de la Charente et ce qui est lié et le marais Poitevin, où il y a très peu de ressources. C'est-à-dire c'est des bassins versants qui sont relativement courts, sans zone de montagne, donc sans forte précipitation et faible capacité de stockage. Donc on se retrouve avec sans ces zones qui sont très agricoles, à avoir des crises fréquentes. Donc les prélèvements d'irrigation arrivent effectivement en période de bas débit, les principaux. Donc là, en bas à gauche, vous voyez les débits de la Garonne, et donc viennent en conflit, en compétition avec les autres prélèvements, que ce soit ceux pour l'industrie, pour l'eau potable, ou pour l'énergie. D'où le besoin de compromis entre ces différents usages. Et là, je connais un petit peu mieux côté Durance, dans le sud-est, où il y a des accords entre l'agriculture et EDF pour pouvoir partager la ressource. Accords qui sont actuellement remis en débat du fait du changement climatique. Donc les impacts de l'agriculture sur l'eau ne sont pas uniquement sur la quantité, mais aussi sur la qualité, avec des flux de polluants qui vont sortir de la parcelle par ruissellement ou par drainage. Donc ces flux ça va pas dépendre uniquement de ce qui est mis comme intrant, mais ça va dépendre aussi de comment la culture est conduite, et notamment est-ce qu'il y a des périodes de sol nu, ou est-ce qu'on va mettre des cultures intermédiaires après la récolte. Cultures qui vont permettre de capturer les intrants restants. Une dégradation ça, comme impact, ça conduit à une dégradation de la qualité des eaux, avec des matières fertilisantes et des produits phytosanitaires. Donc on retrouve notamment des nitrates, des pesticides, également certains métaux, également des médicaments. Donc là, c'est que pour la partie agricole, mais on va aussi retrouver dans les eaux, notamment en ville, des médicaments pour la santé humaine et tout ce qui va être des matériaux plastiques. Donc l'enjeu là, c'est d'arriver à rechercher toutes les molécules, parce que chaque molécule ça coûte cher à être identifiée. Et donc la capacité à caractériser la qualité de l'eau va dépendre de ces moyens d'aller rechercher les molécules, et notamment pour tout ce qui est nouvelles molécules de synthèse. Il y a une difficulté à suivre ces différentes pollutions. On constate quand même qu'il y a eu entre 1994 et 2013 plus de 7000 captages fermés, dont une petite moitié à cause de nitrates ou de pesticides. Voilà. Donc, quel levier d'amélioration pour préserver la ressource en quantité et en qualité, en maintenant une production qui soit viable. Donc, il y a une première stratégie qui est de limiter les besoins en intrants, que ce soit en eau ou en intrants chimiques. Donc, moins de prélèvements et moins de risque de lessivage de substances polluantes. Deuxième stratégie qui va être d'augmenter les ressources disponibles, donc arriver à stocker de l'eau dans le sol ou dans des stockages, stocker l'azote avec en associant des cultures qui fixent l'azote atmosphérique plutôt que d'apporter de l'azote minéral. Une troisième stratégie qui va être d'améliorer l'efficience des intrants, donc le ratio entre le ratio de production agricole par quantité d'intrants qui est mise. Donc ça peut être limiter les pertes ou avoir une meilleure production par unité d'intrants. Donc ça va être au niveau des types de cultures. Et quatrième type de stratégie qui va être
de limiter les impacts négatifs. Donc, une fois que ça va être de corriger les impacts négatifs, par exemple en améliorant la qualité de l'eau sur cette parcelle, en mettant des dispositifs de zones tampons qui vont capturer les polluants avant qu'ils ne rejoignent le réseau hydrographique. Donc plusieurs leviers d'action à combiner. Donc espèces, qu'est-ce qu'on cultive, quelle variété, ça c'est ce qu'on discutait à l'instant. Également les pratiques, quels itinéraires techniques, et des techniques qui vont être plus ou moins déstructurantes pour le sol et du coup modifier la quantité d'eau stockée dans le sol, par exemple. Également la mise en place d'infrastructures ou d'évolution de technologies. Et ces leviers d'action peuvent se faire soit à l'échelle de la parcelle, mais aussi à l'échelle du territoire. Donc, je vais pas tous les passer en revue parce que pour certains déjà, je suis moins compétent et puis je vais aller plus vite sur ceux qui sont vraiment liés à l'eau. Donc, on peut travailler sur les techniques d'irrigation en pilotant l'irrigation pour mieux tenir compte de l'eau du sol. Donc avoir une connaissance plus fine des besoins en eau en passant par le réservoir sol pour soutenir celui-ci que quand c'est nécessaire. Ça permet à la fois de ne pas apporter trop d'eau, donc de pas limiter, de limiter les pertes d'eau qui pourraient être liées à un surplus d'eau apportée au sol, mais aussi d'éviter des stress hydriques de début de campagne qui vont être dus des démarrages d'irrigation tardifs à un moment où il n'y a pas de raison de limiter grosse raison de limiter la consommation d'eau, mais des démarrages trop tardifs du fait d'une méconnaissance de l'état des réserves en eau du sol. Également en choisissant un équipement d'irrigation, donc il y a plusieurs types d'équipements, des méthodes d'irrigation qui vont aller par l'inondation des parcelles, d'autres donc qui vont être les plus consommatrices en termes de prélèvement, donc celles qui vont être celles qui vont conduire au plus grand prélèvement d'eau. Par aspersion, donc c'est ce qu'on a l'habitude de voir sur les comptes de culture, les arroseurs tout ce qui est notamment à base d'enrouleurs, et le goutte à goutte qui va être mobilisé souvent plus sur de l'arboriculture ou des cultures à haute valeur ajoutée, où on va apporter l'eau en moindre quantité directement au niveau de la plante. Donc ces différents types de techniques d'irrigation, quand on va passer vers des techniques plus économes, on a pu qualifier en fonction des sols les potentiels d'économie d'eau, et qui sont des économies d'eau en prélèvement, parce que à mesure où la plante va si on a conduit une irrigation de sorte à avoir suffisamment d'eau dans le sol, la plante va toujours consommer pareil, et du coup la consommation d'eau de la plante va être la même qu'on soit quelle que soit la technique, modulo quelques techniques qui vont avoir un peu plus d'évaporation au niveau du sol, mais ça reste assez marginal. Et ça me conduit à parler de l'importance de l'échelle d'évaluation pour parler d'économie d'eau. Donc, en raison de ces irrigations, donc si on prend le goutte à goutte, qui est la technique qui est potentiellement la plus efficace, si on regarde à l'échelle de la parcelle, effectivement, il y a une consommation d'eau qui est moindre, mais il y a moins de retour au milieu, puisque toute l'eau est amenée aux racines qui va mobiliser cette eau et va la transpirer. Donc le schéma là qui est à droite, désolé, je l'ai pris dans un article de collègues et donc c'était en anglais. Mais je trouve intéressant parce que il montre bien que les différents flux d'eau. Donc il y a une partie, il y a une extraction d'eau qui est faite à partir de la rivière. Et qui va être stockée dans des bassins temporaires desquels il va y avoir une évaporation. Ensuite, la technique d'irrigation va amener à la culture, et là on voit que il y a une partie qui va être de cette eau qui va partir en recharge de la nappe en souterrain, une partie qui va être évaporée
et une partie qui va être transpirée par la culture, une partie qui va aussi retourner à la rivière en ruissellement de surface. Et donc, quand on est sur des techniques comme l'irrigation, drip irrigation, c'est le goutte à goutte, on voit que 85 à 95% part en transpiration. Et 0 à 10% seulement va aller en recharge de la nappe. Alors que si on est sur d'autres techniques, on va avoir une recharge qui va pouvoir être plus importante. Et donc, il faut bien avoir en tête que si on regarde après à l'échelle du bassin versant, le bilan, il va potentiellement être moins important. Le bilan positif du changement technique va être potentiellement moins important. On a pu observer dans des cas de pays très secs, comme en Australie, d'où viennent les auteurs principaux de cet article, et bien que en année très sèche, les cours d'eau se sont retrouvés plus à sec dans les endroits où il y avait eu le passage en goutte à goutte par rapport aux endroits où on était resté sur des modes d'irrigation plus classiques. Parce que pour passer au goutte à goutte, l'investissement qui avait été fait avait conduit à une réallocation des économies d'eau attendues en partie aux agriculteurs, donc des surfaces plus importantes. Et le fait que il y ait moins d'eau qui arrive, toute l'eau a été capturée pour la culture et du coup très peu d'eau est retournée à la rivière, dont le débit auparavant était essentiellement lié au ruissellement, à l'eau non consommée par les parcelles. Donc la conséquence de ces innovations, quand elles sont mal conduites, notamment au niveau de la réallocation de la ressource considérée comme gagnée, ça va conduire à plus de superficie irriguée et une plus grande sensibilité aux sécheresses de ces territoires. Donc c'est pas pour dire qu'il faut pas passer au goutte à goutte, c'est une technique qui est intéressante en termes d'économie d'eau, mais il faut programmer cette innovation en regardant au-delà de l'échelle de la seule parcelle, mais en pensant d'un point de vue bassin versant dans son ensemble. Également, chez le territorial, la mise en place d'infrastructures. Donc, dans le sud de la France, on avait historiquement des murets, des banquettes, qui sont plutôt abandonnées actuellement, qui avaient l'avantage de limiter le ruissellement et de favoriser du stockage d'eau dans le sol. Et du coup, d'avoir un ratio eau verte au bleu plus en faveur de l'eau verte. Actuellement, les choix vont plus vers des retenues collinaires de substitution. Donc ça, c'est la photo que vous avez en bas. L'idée, c'est de stocker l'eau de ruissellement dans des bassines, dans des bassins, et de stocker de l'eau qui serait naturellement sortie du bassin versant. Il faut faire attention que ce soit bien mis en période pluvieuse. Donc on va stocker l'eau au moment où il y en a beaucoup et l'utiliser quand il n'y en a pas beaucoup. Donc il faut faire attention dans la conception de ces stockages à ne pas prendre de l'eau qui recharge les nappes et les sources, et également faire attention aux impacts cumulés de ces retenues, si on en met beaucoup, aux impacts amont-aval, parce que cette eau d'enruissellement, cette eau considérée comme en trop en période pluvieuse, a une fonction dans les écosystèmes, et donc ça induit une modification des écosystèmes plus à l'aval. Donc là encore, c'est des choix à faire, et c'est des choix donc qui vont pouvoir se discuter dans les projets de territoire, à condition que le territoire couvre bien les intérêts des acteurs situés à l'aval. Et des questions aussi sur ces retenues collinaires liées à leur durabilité en conditions de changement climatique. Si on augmente le nombre de stockages, n'est pas certain qu'on arrive à les remplir tous les ans, et du coup ça va remettre en cause leur viabilité économique. Ce sont des investissements qui coûtent cher. Les infrastructures au niveau qualité, ça va être tout ce qu'on appelle les zones tampons ou infrastructures agroécologiques qui vont permettre de retenir, de transformer, de dégrader les substances polluantes. Donc ça va être les zones non traitées en bordure de parcelles, les bandes enherbées au bord des rivières, des fossés végétalisés, les haies, des zones humides artificielles. Donc tout un tas de moyens qui vont pouvoir être choisis en fonction du milieu, en fonction des conditions notamment du sol, pour pouvoir
absorber les polluants avant qu'ils ne rejoignent le réseau hydrographique. En plus, ces infrastructures écologiques vont avoir un aspect bénéfique également d'un point de vue biodiversité. Donc, au niveau économique, je ne sais pas du tout combien de temps il me reste. C'est plutôt à vous de nous dire de combien de temps vous disposez, mais on n'a pas de contraintes particulières de notre côté, donc on a le temps. Peut-être que, je sais pas, peut-être si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Je pense à ces zones de stockage d'eau. Est-ce qu'on ne peut pas s'en servir quand il y a des fortes pluies pour écrêter les inondations? Alors, oui, on peut s'en servir pour écrêter les inondations. Deux limites à ça. Une première qui est sur les grosses inondations, celles qui font des dommages. Ces bassins vont en volume vont quasiment rien écrêter. Ça va être très peu efficace. Ça va toujours être ça de gagner, mais ce sera assez peu efficace. Deuxième limite, c'est quand on est sur des pluies, des épisodes moyens qui sont fréquents, on va dire tous les ans, tous les 2 ans. C'est typiquement des événements qui vont avoir une fonction pour l'écosystème à l'aval, qui vont arriver à alimenter des zones humides, avoir des zones de reproduction pour la faune aquatique. Et du coup, si on arrête, si on écrête trop ces écoulements-là, on va modifier l'écosystème. Et là encore, pour moi, c'est une question qu'il faut se poser dans nos territoires. Est-ce qu'on se dit que pourquoi pas modifier l'écosystème? Les écosystèmes ont toujours évolué, donc il n'y a pas de raison de considérer que les écosystèmes actuels sont ceux qui doivent être conservés de manière tels qu'ils sont actuellement, mais c'est important d'être capable d'anticiper ces modifications. Donc oui, ils peuvent avoir ces retenues, ces stockages peuvent avoir une fonction d'écrêtage, mais elle est limitée et avec un effet potentiel qui peut être négatif si elles sont mal conçues. Donc là, je vais venir sur un autre type d'outils qui sont les outils économiques, avec deux familles. Une famille qui est sur les études d'impact. Donc notamment ces infrastructures, ça coûte cher. Elles sont en grande partie subventionnées par la puissance publique, notamment par les fonds des agences de l'eau. Mais donc ça vaut beaucoup de se rendre compte de leurs bénéfices réels au niveau de la collectivité. Donc il y a des outils économiques qu'on appelle les analyses coûts-bénéfices qui permettent de classer différents projets, pouvoir comparer par exemple la mise en place d'une retenue avec un transfert d'eau depuis un autre bassin, avec des subventions à des cultures moins gourmandes, donc de faire des comparaisons de scénarios en évaluant l'ensemble des impacts directs et indirects. Donc pour ça, ce qui est très important, c'est d'arriver à bien évaluer l'échelle d'évaluation. Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que sur quel territoire on évalue les impacts? Est-ce que c'est le territoire immédiat où va être mobilisée l'infrastructure, ou est-ce qu'on va être capable d'identifier les territoires qui vont être impactés, et aussi en termes d'échelle de temps. Est-ce que à long terme, il y a des effets qui vont s'accumuler, qui induiraient des impacts qu'on ne pourrait pas déceler aujourd'hui? Un point important qui rend ces études assez délicates à faire, c'est leur sensibilité à des paramètres liés au temps, ce qu'on appelle le taux d'actualisation. En gros, c'est l'investissement qu'on fait aujourd'hui, comment on compte dans sa valeur dans 5 ans, dans 10 ans.
Ensuite, des difficultés méthodologiques, parce qu'il faut ensuite être capable d'agréger ces différents coûts, ces différents bénéfices, de les monétariser, c'est-à-dire d'en faire des euros. Et souvent, les préférences vont être sur différents critères, et donc être capable de bien comprendre ces préférences et de les classer, ce qui était un exercice qui n'est pas forcément évident. Donc il reste derrière cet outil économique, on ressort pas un classement en disant voilà c'est l'investissement qu'il faut faire, mais on peut éclairer un choix qui reste au niveau du politique, pour pouvoir notamment classer différentes relations coûts-avantages en fonction de la description de ces coûts et de ces avantages. Une autre méthode économique qui permet de comprendre les impacts des mobilisations de l'agriculture sur la qualité de l'eau, et du coup de pouvoir évaluer si un usage du sol est bénéfique ou négatif. On va s'intéresser aux fonctions de production et aux coûts de ces fonctions de production. Donc si on prend le coût d'une production d'eau potable, ce coût va dépendre à la fois de ses caractéristiques, du mode de gestion, mais aussi de la qualité des eaux brutes qui sont mobilisées. Cette qualité des eaux brutes va dépendre des usages des sols, notamment est-ce qu'il y a de l'agriculture, est-ce qu'il y a autre chose, quel type d'agriculture. Et en fonction de ces différents usages des sols, donc ces différentes qualités d'eau brute, il va y avoir des besoins de traitement différents et du coup un coût de production de l'eau potable différent. Donc ces différences de coûts permettent d'évaluer les conséquences des usages des sols et du coup potentiellement d'évaluer des paiements pour services environnementaux, qui sont un outil qui se met en place pour rétribuer des usages des sols qui seraient moins impactants sur la qualité de l'eau, mais qui pourraient être moins productifs. Du coup, compenser l'agriculteur sur ses pertes de production par le gain qu'il a pu contribuer à faire au niveau du producteur d'eau potable. Également, des études plus en amont, on appelle l'étude comportementale que font les économistes, avec deux types de méthodes, ce qu'ils appellent les expériences de choix discret, qui en fait une technique qui consiste à faire choisir entre des scénarios hypothétiques. Donc, le choix discret, c'est parce qu'on va donner 5, 6 scénarios qu'on va expliciter en explicitant leur cahier des charges, en explicitant les coûts, les bénéfices et les conditions contractuelles de ces différentes mesures pour amener les personnes enquêtées à choisir. Et ainsi, on peut voir que certaines mesures environnementales vont devenir potentiellement plus intéressantes pour des agriculteurs si selon les conditions contractuelles, selon la durée des contrats, selon les conditions de retour ou non aux conditions antérieures. Donc là, ces expériences de choix discret vont permettre de mieux calibrer un ensemble de mesures qui sont déjà prédéterminées. L'économie expérimentale est également une technique d'enquête où on va mobiliser des acteurs qui vont être appelés joueurs dans des situations virtuelles. Donc ça peut être avec des agriculteurs sur leur terrain, mais ça peut aussi être avec souvent ça se fait beaucoup avec des étudiants également, pour comprendre des comportements par rapport à la contribution à un bien, par rapport à la contribution à la qualité de l'eau. Et donc ces études-là vont permettre de caractériser si des outils de type taxe environnementale peuvent être efficaces ou non en fonction des comportements qu'on va observer de ces joueurs sur une situation très modélisée. Donc ça, voilà, c'était quelques instruments économiques qui permettent de calibrer certains outils de gestion.
Donc là maintenant, je vais aller rapidement sur un exemple loin de chez vous, en Normandie, sur le Pays de Caux, sur les enjeux de ruissellement. Et puis après, j'aurai un dernier point sur un dispositif que met en place la région Occitanie depuis cette année. Donc, les enjeux du ruissellement érosif dans le Pays de Caux, donc c'est un projet qui avait été conduit par ma collègue Véronique Soucher de l'INRA à Paris. Donc sur les enjeux dans le Pays de Caux, avec un sol très érosif, une culture intensive de pommes de terre, qui fait que sur les épisodes pluvieux, on se retrouve avec des coulées de boue qui ont conduit à des événements dramatiques il y a quelques années. Donc la question, c'est de comment maîtriser ce ruissellement. Dans les techniques, il va y avoir des techniques notamment de conduite des parcelles, de conduite des cultures, d'assolement, qui permettent de limiter le risque érosif, mais qui vont potentiellement générer des pertes de revenus au niveau des agriculteurs. Donc la manière dont ils ont travaillé, c'est qu'ils ont conduit ce qu'on appelle une modélisation d'accompagnement, qui à partir de leur connaissance des enjeux du ruissellement érosif sur ce territoire-là, a conduit un modèle, construction d'un modèle de ruissellement et d'un modèle de comportement des acteurs, dont les simulations ont permis d'engager une concertation au niveau du territoire agricole, et donc une réflexion sur les pratiques culturelles et les aménagements. Donc ça a été fait avec dans une simulation sous forme de jeu sérieux qui mobilisait donc ce modèle de ruissellement, avec des acteurs du secteur agricole, animateurs de bassins versants, élus, et en mettant dedans tout ce qui était ajout des enjeux de production agricole. Et à partir de là, les participants ont pu valider la présentation et apprendre collectivement sur qu'est-ce qui constituait, quelles étaient les causes de ce ruissellement, de cette érosion, quelles étaient les techniques possibles pour le limiter, et prendre conscience également des contraintes et modalités d'action de chacun. C'est-à-dire prendre conscience des contraintes des agriculteurs, prendre conscience des contraintes des élus, des gestionnaires de la ressource en eau. Et donc ils sont arrivés à avoir cette prise de conscience commune, et donc d'arriver à avoir un outil qui ensuite était légitime pour être mobilisé, pour proposer des investissements ou des infrastructures. Alors c'était très rapidement un exemple où vous voyez que en partant d'une compréhension d'un enjeu sur l'eau, via des interactions avec les acteurs et la mobilisation de modèles d'écoulement de l'eau, on arrive à aller vers des choix et des outils opérationnels pour la gestion de l'eau. Donc, quelques éléments de conclusion avant de passer à cet outil régional. Ce qu'il faut voir, c'est que on a actuellement pas mal de méthodes de gestion coordonnée de l'eau. En fait, j'ai intitulé mon exposé gestion intégrée de la ressource en eau parce que c'est le terme qui est consacré, mais on se rend compte que cette intégration, elle est assez illusoire, qu'on n'arrive pas à tout rassembler dans un même point de vue. Et que ce n'est pas forcément souhaitable non plus, parce que ces points de vue vont évoluer en fonction des conditions changeantes dans lesquelles chacun soit contraint. Ça peut être les conditions climatiques, conditions de marché, différents faisceaux de contraintes qui sont déterminés à l'extérieur du territoire. Donc l'objectif est plutôt un objectif de coordination, d'arriver à chaque moment à avoir des instances où on peut poser la question des interactions, des externalités, plutôt que d'arriver à définir a priori une politique intégrée qui serait supposée bien traiter tous ces paramètres d'un seul point de vue. Pour ça, il y a une utilité des bases de données, des outils de modélisation, notamment, et qui soient spatialisés, parce que ça va venir alimenter ces arènes de concertation. Besoin également d'outils pour initier et structurer le processus de coordination, tout ce qui va être outils pour la participation,
afin d'arriver à établir un objectif partagé, c'est pas le tout d'avoir des données, mais il faut que ces données soient partagées et alimentent une vision d'un futur souhaitable commun, et également des outils pour construire la confiance entre les acteurs à partir de cet objectif partagé. Et à noter également que la gestion de l'eau est un enjeu parmi d'autres dans les territoires ruraux, dans tous les territoires en fait, et donc il y a également besoin de coordonner les enjeux de gestion de l'eau avec les autres enjeux, la gestion de l'eau étant un élément pour le développement économique des territoires. Donc en perspective, la région Occitanie a commencé à mis en place un défi clé sur l'eau pour tester la pertinence des solutions locales pour les enjeux du grand cycle de l'eau par différents types d'analyses et notamment au travers de la réutilisation des eaux usées. Donc ces défis clés de la région Occitanie, c'est des soutiens aux équipes de recherche en région. Donc il est coordonné par Claire Albassi à Toulouse et moi-même sur Montpellier. Parce qu'on coordonne les deux groupements d'unités de recherche sur l'eau, côté Midi-Pyrénées et côté Languedoc-Roussillon. Donc, cette défi clé considère que la région Occitanie est excusez-moi pour le jargon, un hotspot, un lieu important de changements globaux, que ce soit sur le littoral ou les massifs montagneux ou les gros pôles d'urbanisation. L'économie de la région est fortement dépendante de la ressource en eau, soit pour l'agriculture, mais aussi pour le tourisme, également de l'économie résidentielle ou la production énergétique. Il y a beaucoup d'infrastructures, beaucoup d'usages qui sont sous tension croissante du fait de la variabilité croissante du changement climatique. Nécessité de trouver des solutions pour faire face à ces tensions. Et parmi celles-ci, donc il y a les économies d'eau, il y a de la réallocation locale des flux, et l'exemple sur lequel on va travailler donc pendant ces 4 années est celui de la réutilisation des eaux usées, qui sont une solution qui est fortement prônée aujourd'hui, mais sur laquelle on a encore peu de recul, et donc la région a demandé aux équipes de recherche de mieux caractériser ces solutions et leurs conséquences. Donc, si je reprends le schéma du cycle de l'eau que j'avais en début d'intervention, l'idée c'est de pouvoir caractériser ces solutions de réutilisation d'eau usée et pour comprendre comment elles s'insèrent dans le cycle de l'eau. Donc en fait, on vient rajouter au cycle de l'eau et ces boucles d'usage un troisième niveau de boucles qui sont les boucles que j'appelle de réusage, où on va reprendre de l'eau dans un usage avant de le renvoyer au milieu. Donc tout de suite, on voit que selon si on se place là, alors qu'il y avait un débit, une quantité d'eau qui revenait dans le milieu à ce niveau-là, là, elle va revenir plus loin. Ça veut dire aussi potentiellement que cette eau-là qui est là peut avoir une qualité moindre que ce qu'elle avait pris auparavant, et du coup, c'est peut-être pas plus mal des fois de ne pas la remettre tout de suite dans le milieu pour pouvoir limiter la pollution. Donc ce réusage, cette réutilisation d'eau usée, elle a potentiellement des effets bénéfiques et problématiques en termes de quantité de qualité sur le réseau hydrographique. Et donc le défi va travailler sur ces différentes sources d'eau qu'on qualifie d'usée, d'eau déjà mobilisée. Donc le plus courant actuellement, c'est tout ce qui va sortir de stations d'épuration, mais ça peut aussi être des eaux usées à l'échelle de bâtiments. Ça peut être également en milieu urbain des déversoirs d'orage, en milieu agricole des zones de drainage, donc différents types ou des zones humides artificielles également en milieu agricole. Donc ces zones humides qui sont là pour capter des polluants qui vont constituer également une ressource en eau potentielle. Et donc l'idée c'est de voir comment remobiliser ces ressources qui retournent normalement au milieu naturel et quelles sont les conséquences au-delà de leurs effets directs. Également, est-ce qu'elles sont efficaces par rapport
à leur objectif? Est-ce qu'elles permettent effectivement de réduire les tensions sur la ressource? Et quelles sont leurs conditions de mise en œuvre, notamment conditions sanitaires? Donc ce programme qui vient de démarrer va travailler sur ces différentes questions en développant des outils, différents outils et méthodes aussi bien techniques que économiques, en partenariat avec des entreprises, mais également avec, et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui, avec des territoires en région, dans le cadre de ce qu'on appelle des Living Labs. Donc c'est des territoires plutôt à l'échelle, on va dire, d'une communauté de communes, des territoires d'innovation, avec des comités de pilotage mixtes chercheurs-acteurs qui vont mobiliser des problèmes posés sur le terrain par de la gestion de l'eau sur des enjeux de réutilisation de ressources et de reformuler ces questions, ces problèmes venant du territoire en questions de recherche qui seront traités par les équipes de recherche. Voilà, donc si vous êtes intéressé, on peut échanger là-dessus ultérieurement. Voilà, j'en ai fini pour mon exposé. Je suis ouvert, je peux répondre à vos questions. Il faut aussi me contacter à cette adresse mail ensuite si vous avez d'autres questions. Et pour ce qui est de l'ouvrage, il est disponible gratuitement en ligne, mais je pourrais en envoyer un exemplaire papier à Monsieur Kérac si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai une petite remarque, M. Barreto. Vous avez utilisé l'eau qui est issue des stations d'épuration, finalement, quelque part, je suppose. Aujourd'hui, il faut savoir que sur la rivière Aveyron, enfin l'Aveyron, je parle du local, l'été, la moitié de l'eau de la rivière vient des stations d'épuration. Donc, ça veut dire que si on les supprime, les milieux naturels vont encore souffrir davantage en aval de Rodez notamment. Donc attention. C'est bien pour ça que tout à fait, c'est bien pour ça que je parlais de bien évaluer ces solutions qui sont mises en avant alors qu'on les connaît encore assez mal, et d'évaluer toutes leurs conséquences, et celle-ci, celle que vous mentionnez, en fait partie. C'est-à-dire que ces débits qui ne vont pas retourner au milieu naturel, est-ce qu'ils vont pas manquer à ce milieu naturel? Alors une des réponses là-dessus, c'est que c'est dans le terme de ressources de substitution. C'est-à-dire que est-ce que ces eaux usées traitées qui seraient mobilisées, qui ne retourneraient plus au milieu, est-ce qu'elles vont être mobilisées en plus des eaux qui sont déjà utilisées? Et dans ce cas-là, elles vont effectivement manquer au milieu naturel. Ou est-ce qu'elles vont être utilisées à la place? Et dans ce cas-là, ça va plutôt être bénéfique, parce qu'on va utiliser une eau de qualité moindre pour un usage qui le supporte, en laissant dans le milieu naturel une eau de meilleure qualité. Mais ce qu'on observe, c'est que partout où sont mis en place des projets qui se justifient en termes de substitution, en pratique, la substitution, elle est rarement à 100%. Donc il y a plutôt développement, effet d'aubaine et développement d'usage de la ressource plutôt que substitution au sens strict. De mon côté, j'ai été frappé par ce que vous avez dit par votre constat de base sur l'ineffectivité, du droit de l'eau, en ces différents facteurs que vous avez du reste expliqués. Est-ce que vous êtes malgré tout, par le moyen de dispositifs de participation ou d'autres encore, que vous êtes malgré tout donc confiant sur la capacité d'une organisation, enfin d'un pays comme le nôtre, soit à rendre plus simple le droit de l'eau, soit à le rendre de toutes les manières, au bout du compte, plus effectif? Alors là, je renverrai plutôt quand même beaucoup au chapitre qui est sur le droit de l'eau dans le livre, parce que c'est comme un de ceux où c'est assez loin de mes compétences. J'ai assez peu de compétences en droit. Par contre, le point important, c'est qu'il y a mentionné dans ce qui est mentionné comme une limite par les collègues qui ont fait ce chapitre, c'est le fait ça résulte souvent sur une négociation à la fin et un accord à l'amiable. Et ça parce que on a du mal à bien caractériser il y a pas mal de flou à la fois dans les constats sur le milieu, dans les capacités de mesure et dans la compréhension des processus.
Et donc, ça milite pour renforcer le côté, tout le volet participatif qui est en amont, et pour arriver à des politiques sur lesquelles il y a moins besoin d'avoir recours au juridique derrière. Après, ceci étant dit, faut pas non plus être naïf. La participation n'a jamais tout résolu à elle seule. D'accord. Mais effectivement, constater cette ineffectivité, c'est pas uniquement dire que l'autorité judiciaire ne comprend pas les enjeux environnementaux ou n'y met pas suffisamment la priorité. C'est aussi se dire que les enjeux environnementaux sont difficiles à passer à être traités au point de vue judiciaire de la même manière que d'autres enjeux, et qu'ils ont tout intérêt à les traiter plus à la source pour éviter à avoir recours au judiciaire. Tous les outils, les types de PTGE par exemple, ils sont bien construits en s'appuyant bien sur les dispositifs participatifs qui sont préconisés, qui sont pas obligatoires mais qui sont préconisés, devraient permettre de limiter, d'avoir des acteurs qui adhèrent plus aux choix qui sont faits. Oui, ce que vous dites, fait écho pour moi à un projet, je ne sais pas si les uns et les autres en ont entendu parler, un projet de défenseur de l'environnement qui est défendu d'ailleurs qui a été proposé et déposé en juillet dernier par une députée du Var, Madame Muscotti, et qui englobe, je crois, un peu la question de l'eau, mais je le vérifierai. Avec des logiques justement plutôt en amont, autant que faire se peut, même de médiation en amont, notamment. Ouais, c'est ça. Merci. On a quand même, M. Barreto, un système qui est très laxiste en France par rapport au problème de pollution de l'eau. Je vais prendre un exemple avéronnais, un exploitant d'hydrocarbures qui utilise des cuves illégalement puisqu'elles ont été interdites à l'utilisation, qui a déversé il y a 2 ou 3 ans à peu près 10 000 litres de fioul dans des ruisseaux, et c'est quelqu'un qui a un chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros par an, et la condamnation globale avec les parties civiles, c'était autour de 10 à 15 000 euros. Donc c'est pas avec ce genre de constat de justice, on va dire, qu'on va améliorer les choses. Il faut être honnête, on parle beaucoup d'environnement en France, mais on ne fait rien pour qu'il y ait une vraie défense de l'environnement. C'est tout à fait le constat des collègues là sur le droit, qui fait qu'on arrive au niveau judiciaire. Actuellement, le droit est relativement ineffectif. C'est-à-dire, c'est pas mis en priorité. Ça arrive à des sanctions qui sont renégociées, qui sont trop faibles, quelle que soit l'origine de la faute. J'entends pas du tout, je ne comprends pas ce qui se dit là. Je disais, on est d'accord. D'accord. J'avais l'impression qu'il y avait d'autres commentaires à côté que je ne comprenais pas. Est-ce que vous avez travaillé, alors on est passé rapidement, mais on a eu une présentation la semaine dernière. Est-ce que vous avez travaillé sur le stockage d'eau, notamment la recréation de zones humides? Parce qu'on parle beaucoup de cuvettes, de choses comme ça, mais initialement on avait les drainages, nos terres agricoles, elles absorbaient l'eau et la reversaient sur les mois où on manque justement. Donc est-ce qu'il y a un travail pour justement faire évoluer les pratiques agricoles et reconstituer ces zones humides et arrêter de drainer? Alors là, il y en a certainement, je les connais pas. Ce que je connais, c'est ce qu'on appelle les zones humides artificielles. Notamment, c'est pas mal. J'en connais, parce que j'ai des collègues qui travaillent dessus dans le bassin parisien, dans la Brie, où ils mettent en place des zones humides artificielles pour capter des polluants. C'est plus sur un enjeu qualitatif que quantitatif qu'ils les mettent en place, même s'ils se disent que finalement ça pourrait aussi servir au niveau quantitatif. Le principe, c'est de mobiliser du foncier, donc c'est là où
où souvent c'est difficile à mettre en place parce qu'il faut que les agriculteurs acceptent de laisser une partie du foncier pour ces zones humides et d'y mettre des plantes qui sont particulièrement efficaces pour capter les polluants. Après se pose le problème de qu'est-ce qu'on fait de ces plantes qui sont souvent chargées en résidus. À l'heure où on fait des squats dans l'Aveyron, il y en a pas mal, est-ce que c'est pas ce moment-là où il faut prévoir les zones humides? Je sais que sur le PNR à Grande-Gosse, le squat a été fait et les zones humides ont été repérées pour les protéger, justement. Oui, c'est sûr que c'est la première étape, c'est de protéger celles qui existent avant de chercher à les recréer. Vous disiez que c'était difficile de mobiliser les terres agricoles, mais on s'aperçoit quand même que la profession a du mal à se renouveler. On nous parle sans cesse de problèmes de succession. Est-ce que c'est pas le moment où on doit se mobiliser justement pour qu'une partie de ces terres où on n'a pas de repreneur soit mobilisée justement dans ce genre de travaux de recréation de zones humides? Mais écoutez, je travaille pas partout en France, mais quand je travaillais dans le Languedoc, là, je travaillais à ce moment dans les Monts du Lyonnais, dans le Beaujolais. Il y a cet enjeu de reprise, il est effectif, mais ce qui se passe, c'est plutôt une extension des exploitations restantes. Donc, il va y avoir moins d'exploitants, mais qui vont chercher à étendre leur superficie. Et du coup, je suis pas certain, enfin, je suis pas complètement certain qu'il y a cette capacité, qu'il y aura cette facilité à pouvoir mobiliser une partie du territoire d'exploitation, de la superficie d'exploitation qui ne serait pas reprise pour faire des zones humides, des choses comme ça. S'il y a un travail à grâce à faire, on peut très bien imaginer que l'intégralité ne soit pas reprise et une quantité soit réservée justement à ce trocage. Il faudrait un acquéreur, puisque les affaires n'ont pas vocation à rester propriétaires. Voilà, mais l'acquéreur doit être le département. C'est là où on a notre rôle à jouer. Et c'est clair qu'il y a un enjeu fort un lien fort entre les enjeux de l'eau et le foncier. Parce que donc là, la SAFER est effectivement un acteur clé et la manière dont le sol est utilisé détermine beaucoup les écoulements d'eau. Également les investissements possibles sur les parcelles par exemple pour limiter les pollutions. Certains sont des investissements assez lourds, donc ils vont dépendre du propriétaire et non pas de l'exploitant. Et donc cette relation propriétaire-locataire de la parcelle également un point important pour pouvoir agir sur la qualité de l'eau. Donc ce lien foncier et eau, c'est un lien qui est vital. Ça mérite d'être travaillé. Est-ce qu'il y a des études qui mettent en exergue des conséquences a posteriori d'une déprise agricole ou d'un désengagement de l'agriculture? Parce que il me semble de mémoire que la surface de la forêt française par rapport au 19e siècle a augmenté d'une manière très importante au cours du 20e siècle. Et pour autant, tout le monde met l'accent sur le fait qu'avant c'était mieux. Et je n'ai pas d'éléments là-dessus. Comment est-ce qu'on peut l'appréhender? C'est une bonne question. Je suis pas sûr d'avoir une réponse très 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 étayée. Ce qui est clair, c'est que là où, enfin, si on compare des superficies cultivées à des superficies en végétation naturelle, là où il y a des superficies cultivées, il y a plus de ruissellement et plus d'infiltration.
là où la végétation naturelle, il y a plus d'évapotranspiration. Qui veut dire qu'il y a potentiellement plus de recharge du réseau hydrographique et des eaux souterraines là où on est en zone cultivée que là où on est en zone naturelle. Après, la comparaison n'est pas forcément uniquement entre zone cultivée et zone naturelle, c'est aussi zone cultivée et zone urbanisée. Et il y a tout le problème de l'imperméabilisation et de l'accroissement des vitesses d'écoulement qui fait qu'on a moins de stockage. Donc il y a tout l'enjeu de stockage dans les sols qui est très important. Et le stockage, il n'est pas uniquement par des infrastructures, par des retenues collinaires, même pas uniquement grâce à des infrastructures lancières type banquette, mais ça va aussi dépendre des pratiques culturelles des agriculteurs. Là, je sais qu'à Montpellier, la métropole est en train de travailler avec des agriculteurs pour les encourager à modifier leurs pratiques agricoles pour que les parcelles elles-mêmes stockent plus d'eau. C'est-à-dire, je vous disais tout à l'heure que l'eau verte dépend de la capacité du réservoir, et donc j'ai travaillé sur l'augmentation de cette capacité de réservoir en augmentant la réserve utile du sol avec des sols qui soient plus qui permettent de stocker plus d'eau grâce à la granulométrie du sol et des états de surface qui transfèrent moins, qui soient moins favorables au ruissellement. Sinon, maintenant, il y a l'obligation de réenherber après les récoltes, etc. Mais quand on va dans le sud-ouest, la problématique est celle de la germination. Quand on récolte un blé au mois de juillet et qu'on sème derrière, si on n'arrose pas les graines qui sont censées faire constituer le couvert végétal, améliorer la capacité de stockage en eau du sol et l'enrichir en matière organique, et ben, si on n'arrose pas ou s'il ne pleut pas. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques sur ceux qui sont en distanciel, M. Natsou, Théo? Non, moi j'ai posé l'essentiel de mes questions. Merci beaucoup. En tout cas, c'était très intéressant et ça donne à réfléchir. Merci. Bon, on a fini. Merci beaucoup, M. Barreto. Merci à vous.